Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Comment ça va mon Max ? Ça va très bien, petit Jules. En forme? Ben écoute, ça va. On continue notre groovy-tâton. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui n'est rien d'autre que Rockin' Care, alias, enfin son vrai prénom plutôt, c'est Xavier Malacci. Je prononce bien ou pas ? Loupé. Très bien, c'est parfait. Alors, je peux essayer. Malamacci. Malamachi. Ouais, les deux, comme tu veux. Malamacci. Malamachi. Malamacci. Tu le prononces comme tu veux, les deux sont valables, ça dépend dans quel pays tu te trouves. Mais salut à vous deux, en tout cas, ça fait très plaisir de pouvoir discuter avec vous. Bah écoute, nous de même, on fait toujours un point météo. C'est un peu la tradition dans le Groovycast, même si ça n'a rien à voir. Comment il fait chez toi ? Écoute, il fait plutôt très beau aujourd'hui, c'est même un peu surprenant, il fait 10 degrés, grand soleil, c'est totalement l'inverse de ces 10 derniers jours, donc Mais c'est très bien. Où ? Moi j'habite, c'est ça, Dans j'habite un en paradis Caraïbes. fiscal. Caraïbes. Très bien. Non, moi j'habite à côté de Lyon, à 50 km de Lyon, à l'est. Donc tu connais l'autre Alexandre Caruana là. Ah, évidemment que je connais Alexandre Caruana. Qui ne connaît pas Alexandre Caruana? On a même l'occasion de travailler ensemble de temps en temps sur les projets Rockin' Care d'ailleurs. Aïe. Trop bien. Très bien. Très bien, je ne sais pas. Mais non, je déconne, on l'adore. On l'adore. Mais de loin. On l'adore de loin. Voilà, exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Avec plaisir, donc effectivement je m'appelle Xavier, Xavier tout court c'est très bien au final, ça met moins mal à l'aise dès le début, je suis donc kiné depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je suis également bassiste et chanteur dans deux groupes plutôt orientés rock. On a d'un côté un tribute Pink Floyd, encore un, qui s'appelle Feel of Floyd, et un trio plutôt axé reprise standard du rock qui s'appelle Austin. Je travaille dans le milieu de la musique depuis quasiment la sortie de l'école de kiné il y a 12 ans. Simplement parce que c'est une période où j'ai beaucoup joué de mon instrument, beaucoup travaillé, et où forcément je me suis physiquement bien fait mal, on va utiliser les mots qui vont bien. Et j'ai été très surpris à ce moment-là, étant étudiant kiné, de ne pas trouver vraiment de littérature sur la question, tu vois, de bouquins dédiés ne serait-ce que globalement à la musique, parce que juste la basse, c'était juste illusoire d'aller chercher un contenu bibliographique comme ça, mais simplement la santé du musicien. Au sein d'une faculté de médecine, j'ai été estomaqué de voir que on trouvait rien, quoi, quasiment rien, peut-être 2-3 bouquins qui se courent après et pas plus. Et donc, depuis cette découverte assez hallucinante, je me suis évertué à développer un petit peu ce travail de prise en charge kiné, mais aussi de la performance plus globalement technique du musicien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'avoir monté la chaîne YouTube Rockin' Care, sur laquelle je donne quelques conseils très axés musique actuelle, parce que c'est une chaîne que j'ai ouverte avec le partenariat de Guitare Extrême et Bassiste Magazine. Et puis à côté de ça, j'arpente toute l'année les conservatoires, les orchestres, les écoles de musique, les résidences de musiciens, pour travailler à la fois sur la prévention des troubles, mais aussi aujourd'hui sur du travail scénique, sur la gestion du stress, la gestion du studio. Voilà, c'est assez varié. Ok, excellent. Waouh, plein de sujets excellents, quoi. Alors il est beaucoup trop intelligent pour le Groovycast. C'est clair pour le Groovycast. Non, je l'ai appris par cœur, mon truc là. C'est du par cœur, les gars. Okay. T'as commencé par la basse à la base ou par un autre instrument ? Tout gamin, j'ai commencé moi par les claviers, les synthés. Et j'ai lâché au bout de 10 ans parce que c'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer. Et j'ai ensuite repris la musique quand j'ai commencé les études de médecine, parce que j'avais besoin juste de me défouler, tu vois, après les journées de taré d'études. Et la basse, j'ai toujours eu ce lien affectif avec cet instrument, et ça a été un petit peu, si tu veux, la carotte qui m'a fait tenir pendant toutes ces études de me mettre à la basse. Ok.
Trop bien. Et tu disais, tu chantes en même temps que tu joues de la basse? Ouais, c'est ça. J'ai le chant lead dans le trio pop rock et puis le chant de Roger Waters dans le tribute des Phil of Floyd. Très bien, Ok. excellent. Trop bien. Alors, du coup, j'avais une question déjà par rapport à justement qu'est-ce que tu as constaté le plus, donc justement dans ta carrière, qu'est-ce qui cause le plus en général de blessures par rapport justement, alors on va parler de la basse. Ce qui va causer le plus de blessures, globalement, c'est pas forcément un geste inadapté, bien qu'il y en a un bon paquet, hein, et dans la basse en particulier, on pourra en discuter si tu le souhaites, mais c'est plutôt la gestion du travail, finalement. La notion d'organisation du travail, de structuration, de limite quotidienne au travail aussi, et de préparation, quelque part. Moi, les patients que je vois, et notamment les guitaristes, les bassistes qui se font mal, il y a quand même assez souvent une notion de nouveau projet ou nouveau défi, où tu vas bourriner pendant des heures et des heures sur un aspect technique ou sur un répertoire, et que bim, c'est à ce moment-là que tu te fais mal, parce que tu passes de 2 heures de basse par jour à 6 heures, parce que tu as besoin professionnellement, et que ton corps est pas prêt à ça, quoi. C'est souvent ça, plus que la technique de basse pure, j'ai envie de dire. Ok, c'est le trop-plein en fait de basse ou d'instruments à un moment donné, comme on dit chez nous, qui fait que ça crée des mots divers et variés. C'est ça? Plus que le trop-plein, c'est plutôt la brutalité du changement de rythme, si tu veux. Tu vois, quelque part, on pourrait se dire que 4 heures de basse par jour, il y a pas de souci en fait, si c'est bien fait, mais le problème ça va être de te dire la semaine dernière je faisais 1 heure de basse par jour et là bim, je me mets à 4 heures de basse par jour d'un coup sans progression. C'est ça plutôt le problème que la quantité véritablement. Ouais, mais alors après aussi parce que tu vois, tiens, c'est trop intéressant, enfin, parce que je me reconnais vachement dans le discours, justement, quand tu disais ça, tu vois, moi, justement, là, je suis rentré, tu sais, avec, dans ADX, tu vois, l'année dernière, qui est un groupe de métal, et justement, et moi, je me rappelle, on avait une discussion avec Max et Alex, parce que, justement, moi, à un moment, je commençais à avoir des grosses douleurs, parce que c'était pas le fait que je fasse, tu vois, d'un coup énormément de basse, parce que c'est mon quotidien et j'en fais beaucoup. Mais par contre, c'était, tu vois, justement, comme tu disais, un nouveau geste. Tu vois, moi, en fait, là, il fallait renouer avec le médiator. Donc, voilà, moi, je passe beaucoup d'un jeu où, en général, je jouais énormément au doigt à justement un jeu au médiator où là, en plus, il faut bourriner. C'est dans des vitesses que j'ai pas l'habitude de faire. Et tu sais, t'es un peu dans ce palier de confort, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, et juste ce que je voulais dire aussi, tu vois, ce qui était... donc c'était intéressant, déjà on avait parlé avec Max et Alex de la position à adopter. Moi, c'est vrai que, tu vois, globalement, tu sais, j'ai toujours été, tu vois, juste avec... alors bon, les auditeurs et les auditrices ne me voient pas là, mais en gros, tu sais, de jouer normal. Et en fait, le fait de moi, ce qui m'a fait vachement du bien, c'est de redresser la jambe gauche. Tu sais, d'avoir avec le petit repose-pied, tu vois, un petit peu à la manière d'un guitariste classique. Tu vois, moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois. Est-ce que t'as peut-être des petits tips par rapport à ça? T'as peut-être des petites choses, tu vois, que tu pourrais recommander un peu Ouais, carrément. En fait, tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup posé question pendant des années, c'est justement le jeu en position assise de guitare et de basse. Qui est extrêmement problématique et qui à la fois est la base de notre travail perso à chacun. Enfin, voilà. Parce que passer toute la journée debout à bosser, c'est super chaud. C'est ça. Ouais. Et écoute, je dois dire que en ayant réfléchi et bossé sur la question pendant 10 ans, j'ai aujourd'hui pas de solution miracle pour avoir une position qui soit correcte de surcroît quand elle est assise. Donc ce qui va compter, en fait, avant même d'aller chercher des détails techniques, c'est l'alternance de position. Tu vois, j'ai souvent, moi, les patients qui viennent en consulte qui me disent « Bon, alors moi, je joue de la guitare, je joue de la basse, c'est quoi la bonne façon de jouer? C'est quoi la bonne position ?» Et dans tout autre secteur professionnel aujourd'hui, on est sorti de cette image un peu années 80, de dire « Bah voilà, quand tu es au bureau, c'est comme ça qu'il faut s'installer, avec l'écran telle hauteur, machin. » Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on sait que les muscles, pour pas se blesser, les tendons, pour pas se blesser, ils ont besoin en fait que ça circule. Ils ont besoin que le sang puisse naviguer, circuler librement, et pour ça, il faut du mouvement en fait, il faut bouger. Donc, que tu te sois trouvé
un outil qui t'aide, qui te surélève une jambe, c'est super. Et il ne faut pas du tout limiter cet usage-là s'il te fait du bien. Mais par contre, ce que je vais conseiller à tout le monde, ça paraît un peu bête comme ça, mais je crois que c'est essentiel. Tu te mets un minuteur sur le téléphone et tous les 3 quarts d'heure, tu changes de position. Et tous les 3 quarts d'heure, tu vas te dire, allez, là j'ai du boulot très technique où je vais devoir être très concentré, je vais jouer assis dans la position que j'ai trouvée qui est confort pour moi. Et puis les 3 quarts d'heure qui suivent, je vais me lever. Ou alors je vais me prendre un tabouret assez haut, tu vois, pour être mi-assis, mi-debout. Mais finalement, permettre aux muscles et à ton corps et même à ton cerveau de changer finalement de contraintes physiques pour toujours qu'il y ait un relais qui se fasse, parce que quand tu te blesses quelque part, c'est que tu as une sursollicitation trop longue et trop forte sur la même zone tout le temps. Ah oui. Parce que c'est ça, moi c'est ce que j'avais entendu beaucoup, c'est le fait, c'est aussi le travail répétitif, quoi. Ouais, bien sûr. De faire le même geste pendant, tu vois, bien sûr. Pendant des heures et des heures, quoi. Et oui, mais ça, si tu veux, c'est pas un problème tant que tu organises, comme je disais tout à l'heure, que tu construis ton programme de travail et que tu crées des temps d'alternance. Bosser 6 heures de suite un geste technique, déjà d'un point de vue cognitif, on sait aujourd'hui que c'est pas du tout efficace parce que l'acquisition de ton cerveau d'un nouveau geste nécessite des pauses, nécessite une récupération. Et puis d'un point de vue physique, c'est clair que ça t'emmène droit dans le mur parce que tes tendons que tu vas nouvellement charger d'une nouvelle contrainte, ils vont pas supporter très très longtemps ce truc-là. Donc vraiment de structurer par session d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, des choses très différentes. 3 quarts d'heure très techniques, 3 quarts d'heure plutôt de répertoire ou d'autres choses que tu veux. Paradoxalement, tu as l'impression de ne pas avancer parce que tu fais plein de choses en même temps. Et pourtant, c'est vraiment un fonctionnement qui te permet d'intégrer bien plus durablement tout ce que tu vas vouloir bosser. Ok. Et admettons, est-ce que tu as genre une morning routine à avoir quotidiennement? Est-ce que tu as réussi, malgré toutes ces années, à avoir l'espèce de petits programmes à toi qui t'aident bien pour pallier à tout ça? Ouais, carrément, la morning routine, pour moi, déjà, c'est hors instrument. Déjà, c'est simplement te poser la question avant de prendre l'instrument. Est-ce que tu as bu un peu d'eau avant de commencer? Est-ce que tu as mangé un truc? Est-ce que tu as bougé un peu? Est-ce que tu as pris une douche? Est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu as mis ton corps en marche? Tu vois, avant d'aller faire pousser de la fonte, par exemple, un préparateur sportif, il va te conseiller d'aller faire 10 minutes de vélo ou de tapis de marche. Tout simplement pour mettre le système, le cœur, le système sanguin en marche et que les muscles que tu vas solliciter ils puissent disposer d'eau, de nutriments qui arrivent avec la circulation. Nous, en musique, on n'a pas du tout ce rapport physique à l'exercice de l'instrument. Et pourtant, vraiment, physiquement, c'est hyper sollicitant et impactant que de jouer de la basse. Donc simplement, est-ce que tu as bu un peu de flotte? C'est vraiment la première routine qui paraît bête comme tout, mais qui peut te préserver de plein de problèmes et qui peut mettre en marche ton cerveau, parce qu'un cerveau sans flotte, ça marche pas. Et puis ensuite, à l'instrument, la routine, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça va faire comprendre à ton cerveau que tu vas te mettre au boulot. Tu vas te reconnecter à ton instrument. Et tu n'as pas besoin de faire des gammes de folie. Tu peux faire, j'ai envie de dire, ce que tu veux tant que ces 10 premières minutes de routine, elles sont dédiées à ta mise en marche physique et pas à aller taper dans le dur d'un morceau d'Opus ou de Dream Theater comme un bourrin tout de suite, quoi, tu vois, d'y aller en progression, encore une fois. Ok. Trop bien, hyper intéressant. En fait. J'aurais pensé que rien que boire la flotte, c'est essentiel. Parce que la bière, ça marche pas. La bière, ça marche pas. C'est même contre-productif, les amis. Je suis désolé, tout le monde va couper à ce moment-là, mais c'est une réalité. Quoi? Ça y est, mon mythe s'effondre. Et d'ailleurs, juste question, mais ça va paraître super bête. Tu sais, à l'ancienne, j'avais fait une rando avec un pote, ultra physique et tout le bordel, et le soir, il a pris une bière, tu vois. Et il me dit, ouais, ça c'est très bon pour les articulations. Est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que c'est un mythe? Alors tu sais, c'est pas du tout bête comme question parce que même les scientifiques se la sont posées il y a encore quelques années à peine, tu vois. Il y a aussi... nous, typiquement, ce qu'on entendait en kiné beaucoup, c'est les équipes de rugby. La troisième mi-temps et une bière, c'est vraiment pour la récup, quoi. Tu vois, la bière, ça va aller te faire pisser, ça va te faire évacuer les toxines engrangées par l'effort, tout ça. Donc, c'est très bon. Et on s'est vraiment posé la question.
En fait, c'est un peu contre-intuitif parce que, certes, ça te permet d'éliminer, mais ce côté diurétique qui te fait éliminer, il est vraiment loin d'être avantageux par rapport à un autre gros problème de la bière, c'est l'alcool. L'alcool, c'est considéré par ton corps comme un poison. Et à ce titre-là, ton corps, il va dépenser énormément d'eau et d'énergie pour se débarrasser de ça. Donc tout l'avantage du côté diurétique de la bière, qui est tout à fait entendable, hein, il est complètement dissimulé par le fait que cette molécule d'alcool, elle ne permet pas à ton corps de fonctionner comme il faut. Ce qu'il faudrait plutôt prendre après un effort, c'est vraiment te réhydrater et quelque part aussi chercher à retrouver des oligo-éléments, des sels minéraux, donc avec de l'eau pétillante un petit peu par exemple, ou d'autres compléments, parce que quand tu transpires, tu perds de l'eau, mais tu perds aussi d'autres substances. Mais non, la bière, je suis désolé, hein. Dans aucune situation, c'est une bonne idée. Rock'n'roll, les gars. Ouais, c'est bon. J'ai essayé tellement de fois. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. Dans 20-30 ans, Il n'y en aura plus. merci. Voilà. Nous, on est très très fans de Jean-Claude sur cette émission. Ah, je comprends. Surtout moi. Je comprends. Mais bon. Et alors, justement, même si, ok, il n'y a pas de position miracle, mais est-ce qu'il y a des gestes vraiment où, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu constates, toi, souvent le plus quand quelqu'un vient te voir en consultation et j'imagine tu vas lui demander de jouer un morceau ou Bien sûr. de se montrer comment il est naturellement, en fait, sur sa guitare ou sa basse. Qu'est-ce que tu constates le plus en général ? Est-ce que les positions en général sont très mauvaises ou alors il y a des petits détails qui font que ça peut être largement amélioré voilà. Très honnêtement, chez vraiment le musicien qui aura pris le temps de prendre des cours, de regarder un peu comment font les grands bassistes de ce monde, etc., des trucs qui m'explosent les yeux, il n'y en a pas vraiment. Par contre, il y a des toutes petites choses, enfin, en tout cas qui semblent d'apparence très petites et qui ont un impact très fort dans le négatif, et que je vous invite tous à aller checker, que vous jouiez d'ailleurs de la basse ou de la guitare ou de la batterie ou d'autres instruments. Et j'ai fait une vidéo sur cette question-là aussi. Si vous voyez pas de quoi je veux parler en audio comme ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui traite de Jaco Pastorius sur Rocking Care. C'est ce qu'on appelle l'hyperextension du pouce. Tu vois, typiquement ce que je vois beaucoup, main droite chez un bassiste qui joue au doigt. Le pouce va être posé sur le micro ou sur la corde de mi, et en fait plutôt que d'être plié, il va être à l'inverse, tu vois, il va limite faire un arc de cercle en extension, il va aller dans le sens autre que la normale. Vous voyez ce que je veux dire, les gars ? Oui, d'accord. Je vois tout à fait. Et du coup, ça c'est un vrai problème, parce que quand tu fais ça, tu déstructures complètement la cinétique normale de la main et du pouce. En gros, c'est mettre ton pouce comme ça, c'est comme accélérer avec une bagnole dans laquelle tu as laissé le frein à main bien enclenché, quoi. Ça crée, ça avance, mais ça va sentir chaud très très vite, puis tu vas avoir des soucis très très vite. Et ça, c'est le problème récurrent que je vois tout le temps, parce que ça a l'air d'être une stratégie de facilité pour le cerveau, que de caler le pouce comme ça, verrouillé en hyperextension. Ça lui permet de plus y penser, mais ça crée tellement d'autres tensions ailleurs et de problèmes de mobilité que c'est vraiment quelque chose à changer dès que possible. Et alors là, tous nos auditeurs musiciens, vraiment les gars, je pense que vous êtes à peu près 95% à être concernés par ce truc-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Ce qu'il faut faire, en fait, il faut réintégrer le pouce dans la conscience du geste. C'est le pouce qui descend le corps. Ah, ok, d'accord, ok. C'est quand tu bouges la main, ton pouce bouge, c'est ça ? Ouais, et surtout, il faut arriver à lui redonner de la mobilité et aller chercher plutôt une flexion de ce pouce, de lui redonner du mouvement là où on a très vite envie de le caler et plus qu'il bouge pour que les autres doigts puissent être précis, tu vois. Faut vraiment reproduire. Je me rappelle que ça a été un énorme débat, quoi. Moi, quasiment dès le début, quand j'avais commencé, la basse, justement, on m'avait montré ce truc-là. Tu descends le pouce à chaque fois que tu veux changer de corde, sauf en général la corde de La et de Ré. En général, moi, le pouce restait sur la corde de La pour aller chercher le sol. Mais quoi qu'il y en a qui descendent aussi sur le Ré, ça marche bien. Pour moi, c'est pas le débat, hein. On se trompe de débat là. Pour moi, que tu le gardes sur la corde du Mi, c'est pas un problème du tout, hein. C'est juste que quand tu vas chercher les cordes qui sont plus aiguës,
bah, si ton pouce il est verrouillé en hyperextension, tu vas tirer sur les autres doigts pour y aller, quoi. Ouais. Alors En fait, non, mais c'est carrément. Non, moi, justement, je parle parce que autant la corde de mi, mais là, il y en avait carrément. Il y en avait plein, moi, qui me disaient. Enfin, il y en avait plein. J'en ai eu 3, je me rappelle à l'époque, qui me disaient ah ouais, moi, je me prends pas la tête avec ça, je le verrouille sur la basse. Ouais, c'est parce ça. que, justement, Pastorius faisait ça, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais, absolument. Voilà. Sauf que, bah, déjà, on n'a pas tous les mêmes paluches que Pastorius. Ça, c'est clair. Ensuite, niveau dextérité, bon bah voilà, je pense qu'il mettait une pige à quasiment 95% de bassistes de ce monde. Et tu vois, c'est pas la même morpho. Enfin, aussi, le truc, c'est que clairement, pour moi, tu peux pas te comparer, tu vois, niveau morphologie à un bassiste, tu vois. Absolument. Je veux dire, tu vois, par exemple, moi, je suis ultra fan de John Myung, tu sais, par exemple, tu vois. Alors maintenant, il a une basse beaucoup plus serrée et tout le bordel, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, quand tu voyais justement les gestes qu'il faisait et tout le bordel. Ça main gauche, quoi. Ah ouais, non, mais la main gauche, tu vois, je veux dire, moi, tu vois, c'est sûr que si je joue comme ça avec, pendant 3 heures comme il fait, là, tu vois, des fois sur certains trucs, moi, je me blesse. C'est sûr, tu vois. Bien sûr. Bah, voilà. Et moi, pour le coup, c'est exactement ce qui m'a blessé aussi dans la période que je vous ai décrite quand j'étais étudiant kiné. Hein. Moi, il y a un mec qui me faisait rêver par la présence scénique et puis la musique, hein, c'est Tim Comerford, de Rage Against the Machine et d'Audioslave. J'adore ce mec. Excellent. Et lui, quand tu le regardes, surtout à cette époque-là, la basse, la sangle, elle est réglée pour qu'il l'ait au niveau de la glotte à peu près. Tu vois, hein, il joue super haut et du coup, il a un poignet droit hyper cassé à cette époque-là en tout cas. Et intuitivement, quand tu apprends une basse, ton cerveau te dit, bah, ce mec-là joue super bien. Il faut que tu joues d'un point de vue postural comme lui pour jouer, pour avoir une chance de jouer comme lui, quoi. Tu vois. Et c'est le piège dans lequel je suis tombé les 2 pieds, tu vois, mais vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me blesser. Et ce truc du pouce, bah, même chez des grands, tu le vois beaucoup, ce problème-là, cette hyperextension. Parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous la même résistance à l'effort, à la contrainte, et ça, on a tendance à l'oublier. Ouais, c'est clair. Tu vois, même, bah, tu sais, par exemple, à l'inverse, t'as un mec comme Trujillo, par exemple, qui met la basse... super basse au niveau des genoux, de fou. Ouais. Moi, je pourrais pas, pareil, tu vois. Et pourtant... Max et moi, on est très fans à la base de pop-punk. C'est ça. Moi, je l'ai beaucoup fait, tu vois, de jouer à la Mark Opus avec la basse super basse et tout le bordel. Ouais. Et ça, tu te tues le poignet, quoi. Tu vois. Je sais pas, après, sauf si peut-être tu fais des trucs pas trop compliqués, ça passe, tu vois. Ouais, tout est question de mobilité, tu vois. C'est marrant que tu parles de Trujillo parce que la prochaine vidéo en part avec Bassist Magazine, elle sort sur lui là, sur notamment cette sangle très lâche et comment il arrive à jouer comme ça. Et si tu regardes, en fait, lui, ce qu'il sauve là-dedans, enfin, outre sa carrure de gorille, quoi. Ouais, c'est le wedge, c'est ça. Non mais il est tout le temps. Ah, mais c'est aussi le fait qu'il a énormément de mobilité. Le manche de la basse, tu le regardes, il bouge sans arrêt. Il passe de la verticale à l'horizontale sans arrêt. Du coup, ton poignet, finalement, il est un peu sauvé de la contrainte mécanique parce qu'il y a du mouvement, de l'alternance. Alors, je dis pas que tout le monde doit jouer comme lui, hein, attention, hein, mais qu'il y a vraiment des pistes intéressantes à y chercher, quoi. Ok. Ouais. Trop intéressant. J'étais en même temps en train de prendre la basse pour voir ma position et tout ça. C'est trop intéressant, quoi. C'est excellent. Je suis vraiment trop content de te recevoir. Ouais, avec plaisir. Aussi, merci à vous. Moi aussi, ça me fait très très plaisir. Ouais. Franchement, parce que là, c'est quoi ? C'est plein de questions, plein de trucs où on... Tu vois, il n'y a pas d'études scientifiques et on est toujours là en train de se dire ouais, je crois que c'est mieux comme ça, ou, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Bon. C'est un enjeu fort des prochaines années d'ailleurs, c'est d'augmenter le nombre de recherches sur ce sujet-là et c'est en train de monter. On va avoir de plus en plus de certitudes là-dessus, mais on en est au tout début. Ouais. Ok. J'ai une question. Est-ce que rajouter une corde à la basse rajoute du coup une contrainte supplémentaire et rajoute plus de problèmes au doigt ou au poignet ou autre chose ? C'est une super question. Ce qui est certain, c'est que si tu as plus de cordes, tu vas forcément avoir besoin de plus de mobilité. Notamment donc, au niveau du pouce, des doigts, mais aussi carrément du bras et de l'épaule. C'est presque un nouvel instrument d'un point de vue cognitif, je veux dire, que d'aller chercher une basse avec plus de 4 cordes. Ce qui est certain, c'est que ça peut être un super exercice pour travailler ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire ta conscience du déplacement de ton corps dans l'espace. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher avec progression. C'est aussi l'un des motifs de consultation que j'ai pu avoir. J'ai changé de basse, j'ai changé de groupe, donc je suis passé d'une 4 à une 5, 6, 7 cordes.
Et d'un coup, il a fallu que je gère un répertoire différent, avec un écartement entre les cordes différent, avec une place dans l'espace différent. Mais de but en blanc, quelqu'un qui commencerait sur une 5 cordes, pour moi, c'est pas beaucoup plus risqué que de jouer sur une 4 sans problème, quoi. Ok. Rassure-toi. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai commencé la basse à 4 cordes. Ok. Je suis passé directement sur 6 cordes parce que pour moi, la 6 cordes, c'est un instrument de rêve, même si j'en ai plus aujourd'hui. Je trouve que la basse 6 cordes, c'est vraiment excellent. C'est pas pour vanter tes mérites de la bongo 6 cordes, Jules, mais bon, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et en fait, ça m'a vachement aidé à positionner en fait justement mon poignet à mieux enfin, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe ou je me fourvoie totalement. Vas-y. Mais par rapport à mon poignet, par rapport à la position dont j'avais ma main droite, ma main gauche, à trouver ma position. Et quand je suis repassé sur 4 cordes, j'avais beaucoup plus de mal à m'y habituer à la 4 cordes qu'à la 6 cordes. En fait, j'ai eu beaucoup plus de facilité à passer de 4 à 6 que de 6 à 4. C'est pour ça que je te pose la question. Ok, ouais, c'est vachement intéressant. On va dire que ce qui est très important là-dedans, c'est de prendre conscience que le cerveau humain, il est très feignant en fait. Et que quand l'instrument ne t'impose pas une nécessité technique, ton cerveau va choisir de jouer la facilité. Tu vois ? Alors que sur une 6 cordes, entre guillemets, tu n'avais pas le choix que d'avoir beaucoup de mobilité et de disponibilité de tes doigts, quoi. Donc tu le faisais. Sur la 4, tu as d'autres stratégies possibles. Forcément, probablement moins bonnes, mais moins énergivores pour ton cerveau en termes de concentration et de finesse technique. Donc que tu le veuilles ou non, à un moment donné, si c'est pas suffisamment conditionné, ton cerveau, il va vouloir économiser de l'énergie. Hein. C'est le nerf de la guerre pour lui. Économiser de l'énergie. Ok, très bien. Et du coup, justement, par rapport à la position de la main gauche, alors on m'a toujours dit que prendre son instrument, hop, je te le montre, avec le pouce au-dessus, comme ceci, tac, c'était pas bien. Il fallait vraiment avoir l'espèce de U, tu vois, comme ça, et positionner ta c'est une nouvelle basse, ça ? Ça, c'est une basse petite parenthèse, d'un collègue luthier qui m'a prêté. Elle est magnifique. Oh, bref, elle est belle, hein. C'est ce que t'as dit à ta femme pour qu'elle accepte que t'en ramènes une nouvelle, non ? C'est un luthier qui me l'a prêté. Elle est c'est rien, c'est un deal, c'est un deal pote, que j'ai eu. À moins 50%, quoi. Quoi ? Non, mais justement, alors, on m'a toujours dit que prendre l'instrument avec le pouce qui englobe du coup tout le manche, c'était une mauvaise position. Il fallait justement la mettre, casser son poignet pour qu'il y ait moins de douleur et que tu aies moins de mots au niveau de ton poignet. Est-ce que c'est une légende, ça, ou est-ce que c'est bon ou pas bon ? En fait, ça dépend ce que tu cherches. Simplement, quand tu mets ton pouce au-dessus du manche tel que tu le fais, tu vas avoir certains intérêts biomécaniques, mais tu vas avoir aussi certains inconvénients. Si je te demande justement de mimer ta position qui va dessiner un U entre ton index et ton pouce, et que là je te demande d'écarter ton index du majeur, de l'annulaire, pas ton pouce, mais vraiment tous les 4 autres doigts, est-ce que tu arrives à les écarter les uns des autres ? Alors tu vois, c'est intéressant ce que tu fais, c'est que pour faire ça, tu fais de l'extension, tu vas te remettre en extension. Mais si ouais, tout à fait. De dessiner vraiment un angle et d'essayer d'écarter, et tu peux pas le faire, ou peu. Petite précision, Max en post-production, il y a eu quelques petits soucis techniques, donc du coup je fais une petite voix off pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors du coup, en gros, ce qu'on faisait avec Xavier, c'est qu'on mimait la forme de U que j'ai du coup quand je prends la basse, et il me demandait du coup d'écarter un petit peu tous mes doigts, mais de rester sur, tous mes doigts, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, mais de rester sur la même ligne. Voilà, et donc ce que je faisais, c'est que du coup je mettais mes doigts en extension et je n'y arrivais pas, et du coup il explique pourquoi dans ce qui va suivre. Donc désolé pour ce petit problème technique, mais essayez de faire chez vous du coup ce petit exercice, c'est vraiment intéressant. Il expliquait que du coup on pouvait écarter les doigts uniquement quand on avait la main à plat et non pas avec la forme de U. Je suis revenu, c'est bon ? Ça a été revenu. Ouais. Quand tu prends ta basse avec le pouce par-dessus tel que tu me le décris, si tu joues sur 3 cases, ça passe. Et si par contre tu as plein d'écarts à faire, si ton petit doigt il a besoin d'aller chercher la 5e, la 7e case, avec cette
flexion métacarpophalangienne, tu vas pas pouvoir y aller comme il faut. Tu vas peut-être pouvoir y aller, mais pareil, avec beaucoup de tension musculaire. Si par contre tu mets ton pouce derrière le manche, eh bien là, tu as l'avantage d'avoir de grands écarts, mais par contre tu auras moins de force, moins de puissance, moins de capacité à appuyer sur les cordes. Ok. Donc tout dépend ce que tu veux. Tu vois, typiquement en guitare, ça c'est une question qui se pose. Si par exemple tu veux faire des barrés, tu as tout intérêt à avoir le pouce derrière le manche pour avoir la puissance suffisante pour faire ton barré. Si par contre tu veux des bends très précis, tu as plutôt intérêt de prendre ton manche avec le pouce par-dessus, parce que là tu vas avoir de la puissance, de la force pour aller chercher un bend et corde précision. Faut ouvrir la bouche. Faut ouvrir la bouche. Ah ouais, faut faire une grimace, forcément. Sinon, c'est pas juste. J'ai fait une vidéo là-dessus. Spécial. Pourquoi ouvrir la bouche est intéressant dans le band? C'est clair. C'est comme le... Tu vois, ça marche toujours. Je t'entends plus, ouais. Je t'entends plus. De toute façon, tu enregistres ta voix séparément, Xavier. Ouais, mais tu vois, même dans mon truc de voix, ça merde. Hop, je suis désolé, le matos, c'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. C'est un câble de chez Wish. Non, mais je pense que c'est un câble qui doit avoir mon âge à peu près. Il faut que j'en rachète. Il est rentabilisé. Donc je te disais, en fait, l'idée c'est que si toi tu aimes garder ton pouce au-dessus du manche, ben en fait, faut se poser la question, est-ce que dans ce que je joue techniquement, ça a du sens? Est-ce que j'ai besoin de grands écarts ou pas pour aller chercher telle ou telle note, ou est-ce que finalement je bouge la position de ma main en globalité? Et voilà, effectivement, si tu joues du pop punk, je pense que c'est bon, ça passe. Oui, c'est clair. Tu vois. Puis c'est même intéressant d'ailleurs parce que parce qu'en général, tu sais, déjà t'as ce petit kiff, tu vois, t'as l'impression que tu serres l'instrument contre toi, tu vois. Puis t'as les résonances en fait. Tu vois, qui sont totalement, tu vois, tu joues qu'une seule note, la majorité des mecs jouent comme ça parce que là il y a vraiment aucune autre corde qui vibre, il y a ce truc là. C'est ça. Par contre, c'est clair que moi j'ai eu plein d'élèves où tu vois les mecs te disent j'arrive pas à écarter mes doigts et en fait très souvent c'est parce qu'ils sont comme ça, tu vois. Donc du coup c'est impossible d'écarter et voilà. Et forcément t'as l'impression que la main elle est toute petite quoi. T'as l'impression qu'il y a 3 cm en moins, tu vois. Enfin, j'exagère un peu mais tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais, tout à fait. C'est là où tu vois, je trouve que c'est intéressant des profs comme toi et puis globalement tous ceux qui vont enseigner. Je trouve que dans les cursus initiaux il y a très très peu de connaissances proposées sur la biomécanique en fait, sur des choses toutes bêtes comme ça, alors que c'est juste la base de notre travail de musicien que de connaître un minimum son corps pour l'associer à un outil comme une basse quoi. Ça manque énormément et c'est un peu ce que j'aimerais transmettre avec ces vidéos de vulgarisation et puis cette chance que vous me donnez de discuter avec vous, c'est que si tu veux bosser ta basse, essaye déjà de savoir comment ça marche la main humaine en fait. Ok. Mais moi j'ai eu la chance dans mes profs d'avoir 2 profs qui se sont blessés. Donc ça aide, tu vois. Malheureusement c'est dommage d'être passé par là. Bien sûr. Mais tu vois, je pense à Pascal Mulot. Bien sûr. Et je pense j'ai eu aussi un autre prof super qui s'appelait Hugo Barré. Et les deux, tu vois, se sont flingués, tendinites, tu vois. Mulot a souvent ce truc-là, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu, tu sais, il a une sorte de petite sangle comme ça en fait qui met que ça soit à la main gauche, main droite. Il a des sortes de petites sangles comme ça qui lui permettent de contrôler son afflux sanguin apparemment. Justement, de favoriser l'afflux sanguin, tu vois. J'avais pas la raison de cet outil-là, mais d'accord. Moi, je trouvais ça très stylé au début. je me suis dit, mais ça sert à quoi? Et en fait, j'ai eu ma réponse, tu vois. Et lui, en fait, il me disait qu'à un moment, carrément, lui, c'est la main droite, tu vois, qui voilà, à un moment, s'est flingué. Et en plein concert de Jean-Michel Jarre, tu vois, il paraît que comme lui, il devait faire, tu sais, des trucs à fond la caisse, c'est beaucoup de notes très répétitives, tu vois, et vraiment les doigts qui allaient très très vite. Et puis au bout d'un moment, en fait, le majeur qui répond plus, quoi. Ouais. Tu vois, c'est fou, hein, quand même. Tu te dis que ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver, et puis particulièrement quand en plus de ça, t'as un peu de stress, t'as un peu d'adrénaline dans le sang, t'as une situation où
où tu as d'autres contraintes que de simplement de jouer d'un instrument, tu vois. Tu as d'autres contraintes qui te pressurisent un petit peu l'esprit et le corps. C'est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ces situations-là, c'est clair. Ouais. Et justement, du coup, tu parles de live et de stress. Comment bien préparer un live dans ce domaine-là? Comment, admettons, t'es prêt, t'as un live, t'as un gros live sur une grosse scène. Comment tu fais pour psychologiquement ne pas influer sur les futurs mots que tu peux avoir? Bah, il y a deux choses. Il y a déjà la préparation, clairement. Hein, je veux dire, technique, j'entends. Je veux dire instrumentale. Être bien prêt, être sûr d'être bien prêt techniquement et au niveau du répertoire avant de monter sur scène. Là, j'enfonce une porte ouverte. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est le b.a.-ba. C'est tu le b.a.-ba. sur scène. Attendez, excusez-moi. Comme ça. Et puis, d'un point de vue un petit peu plus précis que ça, ce qui est important, c'est que le cerveau, il a l'impression que c'est habituel, que c'est normal. Si tu veux, le stress scénique, c'est un truc naturel que tu ne peux pas supprimer, qui est normal. C'est un phénomène même lié à la survie. Mais si par contre, tu t'es habitué même artificiellement au préalable à ce genre de situation, eh bien, tu vas beaucoup mieux le vivre. Typiquement, moi, ce que j'utilise beaucoup et ce que j'encourage beaucoup à utiliser, c'est l'imagerie motrice. Alors, l'imagerie motrice, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que demain, tu vas jouer à la salle Playel juste au pif. Bon, déjà, bravo, c'est chouette. Mais surtout, pour que tu te sentes pleinement en possession de tes moyens, 2-3 semaines avant d'aller jouer là-bas, ce qui serait super, c'est que tous les soirs, tu prennes 5 minutes, tu fermes les yeux et tu t'imagines monter sur la scène de Playel. Brancher ta basse, si un Rodi l'a pas fait, t'installer et puis t'imaginer dans les moindres détails, que ce soit au niveau de la vue, de l'odeur, du toucher de ta basse, de l'ouïe, mettre un maximum d'éléments dans ton espèce de représentation interne. Une bière. Évidemment, de cette situation-là. Ce qui fait que si tu fais ça tous les soirs pendant 2-3 semaines avant de monter sur scène, le jour où tu montes sur scène, ton cerveau, il va se dire ouais, bah, en fait, c'est bon, je connais. Ça fait 3 semaines que je vois cette image et que j'ai ces sensations-là. C'est trop marrant parce que, juste, excuse-moi de te couper, mais j'ai un coach, nous, avec Artedon, avec un de mes projets, là, qui fait exactement ça. Enfin, justement, nous qui nous a coachés, c'était une des premières choses qu'il nous avait dit, histoire de ne pas stresser, histoire que même, c'est surtout pour le chanteur, par exemple, tu vois, histoire que nous disait, histoire que la première note, elle soit pas, tu vois, que tout de suite ça sort machin, c'est que la scène, tu l'as déjà vécue, tu te vois, et c'est trop marrant, et moi d'ailleurs, c'est ce que même je conseille à mes élèves, hein, c'est que tu te vois même monter les marches, tu vois, absolument, vers la scène, tu vois, enfin voilà ce que tu disais, quoi. Ça peut paraître un peu perché comme démarche, mais ça a des justifications neuroscientifiques aujourd'hui. On sait que le cerveau marche comme ça, et que finalement, c'est aussi pour ça que plus tu prends de bouteilles, plus c'est facile de monter sur scène, parce que ton cerveau connaît ces situations-là. La gestion de la nouveauté pour le cerveau, c'est très compliqué, et il va se mettre en émoi, il va te faire perdre tes moyens. Donc, voilà, faut bien y aller une première fois sur scène, mais ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi. Si tu arrives à te préparer, notamment avec cette imagerie motrice, ça va le faire sans problème. Trop cool, trop bien. Ouais, c'est une sorte de méditation. Ça peut s'apparenter à une sorte de méditation, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. Toi, tu le fais souvent quand tu montes sur scène? Ah, franchement, ouais. Je le fais, tu vois, avec le tribute de Pink Floyd. On joue peu, mais quand on joue sur des grosses scènes. Ok. Et du coup, c'est assez difficile parce que on va peut-être faire 2-3 concerts par an, donc c'est pas beaucoup. Et finalement, on se retrouve en conditions réelles de jeu, rarement, 2-3 fois par an, tu vois. Et c'est du coup un enjeu assez fort que d'être à 100% de tes capacités sur des choses très ponctuelles comme ça. Et moi, je sais que le stress, il m'assomme. Il y en a que ça énerve, que ça excite. Moi, ça me donne envie d'aller dormir dans un coin quand je stresse. Et le problème avec ça, c'est que tu peux être sûr que les 10 premières minutes du concert, je vais faire de la merde si je suis pas prêt, parce que je suis endormi en fait, et je vais faire n'importe quoi. Et il a fallu donc que je m'y mette, un peu comme ce que tu disais Jules sur le chanteur, hein, pour pas que la première note elle parte en vrille. Pour être vraiment prêt dès la première note, j'ai besoin de ce truc là, et c'est vrai que
quand je peux avoir des photos de la scène en amont, quelques semaines avant, je suis super content. Parce que ça me permet justement de me projeter bien plus concrètement sur ce qui va m'attendre, quoi. Ok, trop bien. Moi, c'est ce que moi, c'est marrant. Ce que je fais justement, à chaque fois que je me dis, ok, je vais jouer à tel ou tel endroit, justement, je regarde après, tu vois, tout de suite après sur Google Images. Et c'est très bien, t'as raison. Et je regarde, voilà, ouais, c'est depuis justement que je me suis fait coacher par Sébastien Tancard. Voilà, je fais une petite dédicace si un jour vous cherchez à vous faire coacher, les gars, par un mec. C'est super intéressant, tu vois, et justement, moi, ça me sert énormément, quoi. Et je me rends compte qu'en plus du travail technique que je fais à la maison, bah, ça me permet d'être dans les meilleures conditions, tu vois. Enfin, évidemment, t'as toujours la petite pression avant de monter sur scène, et je trouve qu'elle est importante. Et tant mieux. Bah ouais. Voilà, exactement, parce que sinon, t'es pas dedans. Mais d'un autre côté, t'as moins ces hésitations que tu peux avoir sur les premiers morceaux. Tu sais, je me suis toujours posé un peu la question... tu sais, t'as toujours, on s'est toujours dit ça, tu sais, t'as des groupes où tu vois la différence entre des groupes amateurs et des groupes pros, c'est que les mecs, dès le premier morceau, ça casse tout, quoi. Bien sûr. T'arrives et t'es pas là en train de te dire, ah, putain, il se cherche un peu là, tu vois. tu sens que, voilà, il y a vraiment ce truc-là, quoi. Bah après, soyons clairs, hein, il y a aussi tout ce qui va autour. Les pros, ça tourne, tous les soirs ça joue. Ils se sont peut-être vus en résidence pendant plusieurs jours, plusieurs semaines en amont pour préparer tout ça. Sûr. Donc c'est ça aussi qui fait la diff entre les amateurs qui sont bouchés le jour et puis musiciens la nuit, et puis ceux qui peuvent passer leur journée à se préparer à ces choses-là. Et ça change beaucoup de choses, bien sûr. Bien sûr. Ok. Mais justement, à ceux qui sont bouchés le jour et musiciens la nuit, qu'est-ce que tu leur conseilles? Parce que je sais que j'ai plein de collègues qui sont dans le bâtiment. Qui sont bouchés. Non, mais qui ont, on va dire, un vrai métier, entre guillemets. Non, mais t'as raison. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, du coup, hormis la préparation? Parce que je sais que Terence, par exemple, le guitariste avec qui je travaille, de métier, il est peintre à bâtiment. Donc ça lui arrive, du coup, de continuer à faire quelques chantiers. Et après de basculer sur une répète. Et je sais que des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas. Tu vois, à scinder le côté, ça y est, j'ai fait toute ma journée avec un pinceau et après je prends ma gratte. Est-ce qu'il y a des tips, est-ce qu'il y a des petites préparations, comme tu dis, qui te permettent, quand tu es en train de travailler, de pouvoir faire le lien entre ton côté travail pro et ton côté passion? Tu veux dire par là, d'un point de vue même... plus psychologique que physique? Psychologique, un petit peu des deux. Je pense que le psychique influe aussi sur le physique. Ouais, oui, évidemment. Donc je pense que comment faire pour bien préparer le fait que tiens, là je suis en train de peindre, ce soir je vais faire une répète de 2 heures. Comment je peux faire pour ne pas avoir mal lors de la répète? Ce cap de Wish, hein, c'est affreux. C'est clair. Il faut On va avoir... t'en mettre un sur ta wishlist. Bravo. Joli. Mais aujourd'hui, je suis en forme. Il faut que je l'enregistre. Non, je déconne. En fait, il faut que tu aies la capacité de... Enfin, il faut. Je pense que ça peut être intéressant de placer des routines qui soient régulières dès lors que tu vas jouer. Moi, j'ai des exercices typiquement que je montre, même pas en échauffement, en pré-échauffement, mais des exercices tout bêtes de réappropriation de l'ancrage dans le sol, par exemple, ou de détente du dos. Ça nous vient, ces exercices qui viennent du tai chi, du pilates, des trucs comme ça, mais tu prends un exercice ou deux qui te parle bien, physique, et tu prends vraiment 3 minutes pour faire ça. Et c'est tout. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un sas de décompression entre le moment de ta journée où tu as eu peut-être du stress physique ou psychologique avec des impératifs particuliers, et le moment d'après qui est ta répète. D'enchaîner les deux sans avoir eu ce temps de nettoyage, entre guillemets, d'étirement, donc nettoyage musculaire avec des étirements, de la circulation du sang, et aussi de changement de mode, j'ai envie de dire, au niveau psychologique. Allez, je suis plus au boulot, je suis à la musique. Ça, je crois que c'est important.
Et c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent parce que on est tous toujours à la bourre, hein, je crois, les icos. Et que du coup, tu sors du boulot. Non, jamais. Tu sors du boulot, tu sautes dans la bagnole, tu vas à ta répète, bim, tu t'enfourches la guitare, la basse et c'est parti. Bah ouais, mais là, pour le coup, peut-être que ta répète, elle est moins efficiente que si tu avais pris 5 minutes de plus. Tant pis, ça va râler, hein, les copains, mais 5 minutes de plus pour te donner la chance d'avoir ce sas de décompression avec une petite routine physique qui va t'aider à être mieux dedans, quoi. Et est-ce que Monsieur... ça, pardon. Ah oui, vas-y. Est-ce que ça, on peut le faire en groupe parce que ce que tu dis, c'est... Des déliateurs. Non, mais écoute-moi bien, parce qu'en même temps que tu parles, Xavier, j'essaie vraiment de me remettre en contexte et là, je vois très bien où c'est qu'on peut aller. J'ai un groupe de métal où la plupart même tous les membres, hormis moi, ont un taf à côté. C'est vrai qu'on s'est rendu compte sur les 2 dernières répètes que la première fois où on fait le set, on va dire qu'il y a une énergie tellement débordante que en fait on n'est pas dedans. Et en fait il faut 3 fois le set pour qu'on puisse être ensemble, jouer ensemble vraiment. En gros, il y a le sas de décompression quand tu parles, on le fait en jouant. Ouais, c'est ton premier set en fait, ton sas de décompression. C'est ça. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas moyen parce que à terme, on va essayer de faire des concerts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc en groupe qui permette d'éviter ce premier set énergique? Probablement. Okay. Il faut trouver des choses. Alors, tu vois, il y a par exemple, sur certaines résidences, on a travaillé sur un truc un peu en mode AK, avec 2-3 groupes de métal que j'ai pu suivre, où tu vas pas t'amuser à tirer la langue et à faire des mouvements sur le gazon, hein. Non, c'est pas ça. Mais simplement d'aller chercher... tu vois, typiquement des percussions corporelles, c'est-à-dire que notamment un outil de gestion du stress avant de monter sur scène, notamment dans la situation où tu es comme moi, qui t'es un peu endormi, c'est de se frapper le corps en fait. Tu vois, c'est d'aller chercher à frapper le corps pour le réveiller. Et plutôt que de te frapper toi, d'aller frapper le dos ou les épaules de ton pote et de faire une espèce de chenille un peu zarbi pour quelqu'un qui rentrerait dans la salle inopinément, c'est un truc qui marche très bien et qu'on a fait en résidence et qui te canalise cette énergie débordante justement pour qu'elle soit utilisée ensuite à bon escient. Okay. C'est un peu difficile à instaurer dans un groupe parce qu'il y a une notion un peu de ridicule au début. Enfin, tu vois, t'oses pas, t'as un rapport à tes potes qui est un peu différent que d'aller te taper le dos dans ce genre d'exercice. Et pourtant, c'est hyper fédérateur dans un groupe, ça construit un groupe. Et c'est très efficace, hein. Une fois qu'on a franchi cette étape du ridicule ne tue pas, c'est quelque chose d'assez performant. Mais après, c'est comme tout, tu vois, y a plein de choses qui sont difficiles à instaurer dans un groupe, mais une fois que tout le monde... tu sais, rien que déjà, tu vois, de faire des balances dans une répète, t'as plein de groupes qui le font pas. Bah ouais. Tu vois, même ADX, ouais, il n'y a pas de balance, les gars. Les mecs, tu sais, alors que moi, j'aime bien, tu vois, avoir d'abord basse batterie, on contrôle le volume, tu vois. Puis en fait, là, tout le monde est à burn, on fait, ok les gars, on y va, tu vois. Sauf que, moi je trouve que essayer d'instaurer ça rien que déjà, tu vois, et puis alors après à mon avis c'est largement faisable, tu vois, d'instaurer justement ce que tu disais, des petites routines, voilà. Alors moi j'avais une petite question justement par rapport à l'échauffement, parce que moi je suis très fan des déliateurs par exemple. Ok. Voilà, je sais que c'est un sujet vachement controversé. Des déliateurs, c'est quoi? C'est un bassiste? C'est des déliateurs? Excellent. Tiens, tu sais quoi, je la ressortirai celle-là, rien que pour toi. Au début d'un cours, mec. Non, alors, mais tu vois, voilà, moi je suis très fan des déliateurs. Je sais que c'est un sujet vachement controversé parce qu'il y en a plein qui vont te dire ouais, ça sert à rien, ou alors tu vois, il y a d'autres exercices beaucoup plus efficaces. Et il y en a qui les mettent, sinon quand ils les font, qu'ils les font au début. Moi je sais que j'ai eu par exemple, j'ai pris 1 an de cours de basse avec Pascal Mulot. De manière assez intensive, et lui par exemple, il fait toujours les déliateurs à la fin parce qu'il dit en gros ça conclut une séance pour lui, tu vois, pas ça, c'est pas en introduction. Voilà, bref, je pense que tu as vu où est-ce que je voulais en venir. Quel est ton avis déjà sur les déliateurs, et si c'est utile, à quel moment il faut le faire dans ta séance?
C'est un gros débat, comme tu dis, c'est quelque chose qui interroge énormément, et moi le premier, j'aime bien sur ces questions-là répondre avec l'appui d'études scientifiques ou d'observations très sécures, et là-dessus on est vraiment sur un sujet qui aujourd'hui est encore trop précis et détaillé pour qu'on puisse avoir des réponses scientifiques. Maintenant, mon vécu de thérapeute et tout ce que j'ai pu apprendre par ce biais-là me font te dire que les dilatateurs, je les vois pas en échauffement. Je les vois pas en échauffement simplement parce que l'exigence technique et physique que tu as sur des dilatateurs, elle est trop importante pour un échauffement, pour un début de séance. Alors tu pourrais me dire, bah ouais, mais ça, justement, ça, c'est un peu comme les 10 minutes de vélo que tu vas faire avant de faire de la muscu, ça te met en marche, quoi. Ouais, mais en fait, c'est trop violent comme échauffement. C'est très intéressant d'un point de vue cognitif parce que tu es obligé d'être vraiment à fond dans le geste du déliateur, effectivement. Mais d'un point de vue musculaire, musculo-tendineux, c'est trop impactant, trop vite. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas dans un échauffement, mais à la condition où ton échauffement est déjà duré depuis au moins 5 minutes avec des choses très simples et que tu le mettes au bout de ton échauffement pour que tes muscles soient dans une situation suffisamment d'échauffement justement pour pouvoir supporter ça. J'aime beaucoup ce que Pascal Mulot suggère en le faisant à la fin, parce que en l'occurrence là tu es suffisamment chaud, cognitivement parlant il y a un vrai sens dans l'acquisition ou de la consolidation de compétences que de le faire en fin de session. Mais je le vois très très souvent ce truc de déliateur en échauffement, et pour moi c'est aller trop dans le dur trop vite, quoi. Ok. Très bien. Et justement, ouais, par rapport à ça, sinon aussi, tu vois, moi c'est ce que parce que moi j'ai tendance à les faire au début maintenant, mais sauf que je les fais, par contre je m'aventure jamais vers les premières cases. Ok. Parce que c'est beaucoup trop violent. Bien sûr. Par contre ça, voilà, en plus c'est comme moi je suis vraiment un adepte, j'aime beaucoup avoir le truc de un doigt par case, et tu vois, voilà. Parce que je sais aussi qu'il y a ce truc là, tu sais, qui est beaucoup utilisé, des fois même d'utiliser l'auriculaire pour aller chercher la 3e case. C'est un peu de manière un peu fermée, un peu à la contrebassiste, tu vois. Mais je sais que voilà, moi j'aime bien aller vers au moins 5e, 6e, voire 7e case, tu vois, pour commencer à faire tout ça, quoi. Moi j'ai une petite question pour toi vis-à-vis de ces déliateurs. Est-ce que tu as la sensation que tu as besoin d'avoir une présence mentale très forte pour les effectuer comme il faut, ou est-ce qu'aujourd'hui ça a pris une empreinte suffisamment grande dans ton jeu pour que tu puisses les faire sans réfléchir? Ça c'est super intéressant comme question. Parce que ça, c'est, à mon avis, c'est l'un des trucs qui va décider de la nécessité ou pas, ou en tout cas de l'intérêt de le faire en échauffement ou pas. Si tu es obligé d'y réfléchir suffisamment fort pour les faire correctement, bah quelque part tu as déjà grillé ta concentration pour la session de travail que tu as après, quoi. Si tu vois. Moi c'est parce que ouais, c'est des exercices, je me rends compte que j'ai tellement pratiqué que ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, je sais que j'aime bien avoir ce truc là pour me mettre en marche, tu vois, et j'aime bien justement, je regarde une vidéo sur YouTube, un truc à la con, et puis tu vois, en général voilà. Okay. Par contre après, c'est le seul moment où je suis ailleurs dans ma séance, tu vois, où je peux me permettre d'être ailleurs, mais ça me permet juste au moins de chauffer la main. Par contre après tout le reste, voilà. Et par contre, ce que j'aime bien faire, moi, c'est varier les exercices, tu vois. C'est très rare que je fasse le même déviateur, tu vois, pendant le même pendant une semaine. Tu vois, bah, c'est super, et je crois que ça c'est vraiment aussi une idée à retenir, de varier encore une fois les déviateurs. Surtout que c'est des exercices qui sont super simples à inventer, tu vois. Enfin, ouais, bien sûr, ah bah oui, carrément. Voilà. Carrément. Et alors, je suis désolé, après Max, tu pourras poser toutes les questions que tu veux. J'ai une dernière question par rapport à ça. Donc, tu sais, il y a aussi un sujet qui revient beaucoup, c'est cette histoire de l'annulaire et de l'auriculaire, qui sont vraiment des doigts quand même qui sont difficiles à travailler. Je pense que, voilà, comme nous, tu es guitariste et bassiste, donc tu sais de quoi je parle. Et je le vois pas mal de bassistes, notamment, enfin moi, justement, je vais encore citer Pascal Mulot, parce que nous, carrément, on les travaille vraiment à part. Est-ce que tu penses que c'est utile, le fait de travailler ces deux doigts vraiment à part, c'est-à-dire de faire carrément
je sais pas, des déliateurs ou alors carrément des lignes de basse, tu vois, juste en utilisant ces 2 doigts-là, ou alors est-ce que, voilà, faut vraiment les utiliser j'arrive pas à bien formuler ma question, mais tu vois, voilà, est-ce qu'il faut les travailler spécifiquement ou alors c'est justement dans l'ensemble de ta routine, voilà. En fait, donc il y a 2 choses que j'ai envie de te répondre. La première, c'est que très paradoxalement, quand tu as envie de bosser ces 2 doigts-là, moi je vais plutôt te conseiller de prime abord de bosser sur ton pouce, encore une fois. Parce que si ton pouce il est mal installé, notamment en hyperextension, comme on le disait tout à l'heure, dans le sens inverse de la flexion et très verrouillé, très bloqué là-dedans, ça va pas gêner ton index et ton majeur qui ont une grande mobilité et qui sont structurellement assez indépendants. Mais par contre, si tu as un pouce qui est complètement inactif et indisponible, bah, ton auriculaire et ton annulaire, eux, ils vont être vraiment embêtés parce qu'ils ont besoin de ce pouce en contre-appui, en opposition, pour pouvoir bouger. Donc la première question à se poser, je pense, si tu veux bosser ces 2 doigts-là, c'est est-ce que ton pouce en face, il est capable de stabiliser ce travail d'auriculaire et d'annulaire? Est-ce qu'il est là pour les supplémenter? Est-ce qu'il est là pour les aider? Parce qu'ils auront vraiment du mal à bosser comme il faut sinon. C'est la première chose. Et on a trop vite tendance à se dire que c'est des doigts faibles, qu'il faut vraiment les bosser, machin. C'est pas des doigts faibles, c'est des doigts qui ont d'autres contraintes mécaniques que ton index et ton majeur. Et on veut tous en fait les faire fonctionner comme un index et un majeur, tu vois, sur la même dynamique, alors que c'est pas du tout la même chose. Pour moi, c'est comme si tu demandais, je sais pas, un poisson et un éléphant de nager le plus vite possible. Structurellement, les capacités sont pas les mêmes. Mon exemple est très mauvais et bien pourri. Mais l'idée, c'est simplement de se dire que tu peux pas demander la même chose à ton annulaire qu'à ton index. Parce qu'ils sont pas pareils. Et ces 2 doigts-là, ils ont vraiment besoin de cette notion de pince, de collaboration avec ton pouce, qui est, comme je vous le disais, l'un des problèmes majeurs sur nos instruments, qui font que tu as du mal à te servir de ces 2 doigts-là. Et puis la deuxième chose que j'ai envie de te répondre, c'est que ces 2 doigts, ils sont aussi musculairement assez fragiles et que ils ont vraiment besoin, peut-être encore plus que les autres doigts, que tu alternes les exercices, que tu te focalises pas sur eux pendant 1 heure de suite, parce qu'ils vont encore plus en souffrir. Et typiquement, les tendinopathies qu'on peut choper au niveau de l'avant-bras liées au jeu de basse, main gauche notamment, ça va être des tendinopathies de l'extenseur du 5e notamment. Ça c'est très 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 fréquent. Ou justement du fléchisseur du 5, qui sont des muscles qui peuvent tout à fait travailler convenablement, mais qui ont du mal à supporter un travail acharné, si d'autant plus tu as le pouce qui vient pas les aider d'autre part. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, parce que c'est finalement assez éloigné du sujet. Mais ce qui est important finalement, c'est dans beaucoup de choses, c'est de se défocaliser de la nécessité mécanique et technique que tu as en tête pour voir si tout autour, tout fonctionne pour aider ce que tu veux mettre en jeu, à savoir ces 2 derniers doigts notamment là. Trop bien. Et comment faire du coup pour les débutants pour analyser son jeu? Comment on fait? Si on ne te connaît pas, on est débutant, est-ce qu'il faut absolument te connaître pour pouvoir anticiper pas mal de choses? Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui te permettent de pouvoir analyser ton jeu alors que tu es un petit peu débutant, tu n'as pas ce recul nécessaire? Comment avoir ce recul? Finalement, alors là, tu vois, tu poses une question qui est super importante en fait et que j'avais pas forcément à l'esprit jusque-là, donc c'est top. Pour moi, quand tu es débutant, t'embête pas avec ta posture. T'embête pas avec ces choses-là. Parce qu'en fait, tu as tellement déjà de nécessités techniques nouvelles à gérer que si en plus tu cherches, entre guillemets, à te tenir hyper droit et à placer ton pouce en légère flexion, t'es submergé en fait. T'es submergé par tout ce qu'il y a à faire. Et puis un débutant, à moins qu'il bourrine justement 5 heures par jour dès le début à l'instrument, c'est pas là où tu te fais vraiment mal. En tout cas, pas dans les premières semaines, pas les premiers mois. Donc prends le temps déjà de te familiariser aux contraintes techniques de ton nouvel instrument. Et ensuite, si vraiment justement tu veux augmenter ton temps de travail, ta mise en charge, là, ça sera intéressant d'aller chercher des petits ajustements posturaux, mais
c'est pas du tout le bon timing que de chercher à tout faire tout bien nickel au niveau gestuel dès le début, parce que c'est trop de charge pour le cerveau. Ok, trop bien. Au moins, ça répond aux questions de certains élèves, donc c'est cool. C'est parfait. Je suis ravi. Comme ça, moi, je vais pouvoir isoler ce passage et quand on me repose la question, je pourrai... Voilà. Dis-moi. Alors, et moi, j'avais une autre question. Donc voilà, j'en ai pareil là aussi. Il y en a plein qui me viennent comme ça. Donc tu sais, je pense, tu vois qui c'est, Jeff Berlin? J'avoue que non. J'imagine à la basse. Non, d'accord. Donc c'est un des meilleurs bassistes, je trouve mondiaux, et puis tu vois qui est un excellent pédagogue. Voilà, vraiment, c'est un mec, tu vois, il est notamment endorsé par Mark Bass. Il a fait beaucoup de je connais pas non plus Mark Bass et tout ça. Non, je déconne pas. Voilà. Mais il connaît rien, lui. Non, et en fait, tu sais, il a ce truc-là où tu vois, il te dit en gros la position de la main. Enfin, lui, tu vois, il parle souvent des deux C. Tu vois, il arrive et en mode, tu vois, tac, il prend la basse, tu vois. En gros, il dit comme si tu tenais une pomme ou une balle de tennis, tu vois. Mode, d'ailleurs, même au conservatoire, c'est ce qu'on me disait, tu sais. T'arrives comme ça. Parce que moi, j'étais vraiment de l'école. À l'arrache avant avec un prof qui était bon, tu vois, mais bon, on faisait pas aussi gaffe, tu vois. Puis je suis arrivé en conservatoire, on m'a dit bon, ta main ça va pas, et tu sais, t'arrives, voilà, faut vraiment t'as bien l'écartement, voilà, et t'es là, tu te positionnes pareil, tu vois. Il y a vraiment ce truc là des formes en forme de C. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce genre de concept, ou alors est-ce que tout dépend de ta morphologie? Voilà. Bah, ce qui est difficile, je trouve, avec ces réflexions de gestes et de position, c'est que effectivement, il y a un truc qui va changer pour chacun, c'est notre morphologie et aussi notre disponibilité motrice. Donc, tu as on va dire, des incontournables qui sont très fidèles à la mécanique du corps, même hors instrument. C'est un peu le cas de ce pouce en face des autres doigts, en mode un peu Playmobil. C'est potentiellement la situation dans laquelle ta main elle va travailler le mieux. Donc ça peut être une bonne base de travail. Mais la condition incontournable également à opter pour ce genre de stratégie, c'est de s'autoriser à en sortir quand techniquement c'est nécessaire. Et le risque aussi, c'est de vouloir tout faire avec cette position-là. Alors que dès que tu vas vouloir un peu d'écart, ou dès que tu vas chercher un peu de vitesse dans certains moments, bah, c'est pas forcément le plus rentable et productif que de garder cette option-là. Donc d'avoir une position de départ, de référence qui va t'aider dans 80% des situations, très bien. Mais par contre, il faut vraiment aussi te laisser la liberté d'en sortir sans te dire « Oh là là, mais si j'en sors, je vais me faire mal tout de suite ou ça va pas aller ». Non, non, au contraire. Tu as plein d'outils mécaniques à ta disposition. Il faut surtout pas t'enfermer là-dedans. Et c'est un peu, je trouve, un biais de compréhension qu'on a aussi dans la pédagogie instrumentale que de dire « Mon prof m'a dit de jouer comme ça, quoi qu'il arrive, je reste là-dedans ». Non, non, il faut absolument garder sa liberté de mouvement. Donc oui, ça marche ce que tu me dis. Mais pour moi, c'est pas un impératif omniprésent. Il faut aussi que ça réponde à ta morphologie. Quelqu'un qui a des doigts hyper longs ou des grandes mains va pas avoir le même confort à jouer comme ça que quelqu'un qui a une toute petite main. Ça peut être un bon début, mais c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Il faut aussi personnaliser tous les conseils qu'on va donner. Ok. Et alors, mais justement, un mec, par exemple, tu vois, voilà, moi je suis extrêmement fan d'un gars comme John Petrucci. Ça, je connais. Voilà, je vais encore citer Dream Theater. Pour moi, sa main gauche, elle est toujours impeccable, tu vois. Enfin, Le travail. Et je crois que c'est ça. Voilà, alors je le vois. Non, mais voilà, alors c'est. Oui, mais d'un autre côté, tu vois, je le vois. Enfin, tu vois, il y en a d'autres qui ont bossé énormément et qui, tu vois, qui parfois ils peuvent avoir, tu vois, enfin c'est pas ça que je le vois rarement avec une main tu vois, positionnée à l'arrache, sauf évidemment comme tu disais tout à l'heure pour les bends où là il va vraiment chercher avec le pouce et tac, mais voilà, donc c'est par rapport à sa morphologie ou c'est parce que il a bossé, enfin ouais, il a bossé comme ça, ou parce qu'il n'y a pas que le travail, enfin tu vois, je veux dire, il y en a plein d'autres qui ont bossé autant. Bien sûr, ouais, alors bien sûr, jour, c'est un monstre de travail, c'est clair, c'est plus à discuter, mais je vais répondre à ta question par une autre question. Finalement, est-ce que les plans qu'il va jouer, il les a pas aussi construits en fonction de ses capacités
motrice aussi, tu vois. Est-ce que finalement il choisit pas un peu ses plans et sa façon d'aller chercher tel ou tel doigté en fonction de ses nécessités mécaniques aussi? Est-ce que finalement, entre guillemets, il va aller susciter quelques difficultés mécaniques de manière volontaire, ou est-ce qu'il va rester dans un truc très rentable pour lui? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je pense effectivement que ça va dans je crois que des mecs comme lui, sous couvert d'efficacité, de rapidité, de rentabilité du geste, il va chercher à intellectualiser ses plans de jeu pour être vraiment optimal, quoi. Je crois. D'ailleurs, j'invite les gens, les auditeurs, auditrices, à regarder la vidéo de Pascal Vignier qui avait fait justement, qui décortiquait un peu des plans. Tu l'as vu, tu vois, voilà, et où il dit justement il y a tel guitariste qui triche sur tel ou tel truc, et c'est hyper intéressant où il décortique chaque geste pour voir comment il optimise, tu sais, la gamme pentatonique, ou tu vois, ou les plans comme ça, c'est super intéressant. Tu vois, il y a des trucs où... Bah oui, c'est sûr. Et là, tu vois, je suis en train de bosser sur une vidéo sur les accordages alternatifs, par exemple, à la guitare, où, bah là, pareil, d'un point de vue biomécanique, il y a des accordages alternatifs qui sont super intéressants en fonction de ce que tu joues, pour éviter des grands écarts ou des doigtés à te retourner le cerveau. Ça se justifie tout à fait aussi. Donc, si tu veux, aujourd'hui, l'idée, c'est d'utiliser la mécanique de ta main comme un outil au service de ta musique, ouais, mais aussi de l'intégrer dans ta réflexion, et que tes plans de jeu, tes doigtés, ils soient en corrélation avec la longueur de tes doigts, tes capacités motrices. C'est pas facile à faire quand t'es débutant ou quand t'es intermédiaire, et pourtant pour beaucoup de musiciens de gros niveau que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai l'impression que très souvent il y a quand même cette histoire de corrélation entre ce que je veux jouer et ce que mon corps est capable de fournir, ou en tout cas les forces que j'ai d'un point de vue physique et corporel, je vais les développer, les sublimer en choisissant les bons procédés techniques. En gros, c'est en train de dire jouer comme vous êtes et pas répéter les autres. Mais tellement. Okay. Quand un débutant, il a besoin de références. Je veux dire, le cerveau humain, il a besoin de singer, de mimer un truc pour l'apprendre au début. Tu vois ? Mais très vite, si tu veux aller plus loin dans la technique, je pense véritablement qu'il faut se construire en fonction de soi et sortir de ce mimétisme qui, à un moment donné, ne marchera plus, parce que moi je suis pas Tim Comerford, et puis toi Max t'es pas Rob Trujillo, il faut t'y faire, mon Dieu. Il faut aussi la jouer en fonction de toi, mais c'est pas facile. Ne dis pas ça, Xavier. Ne dis pas ça. C'est important, mais ça demande un peu plus d'énergie et de réflexion, de bosser comme ça, mais c'est super important. Et alors, par rapport à... J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses de l'école moderne? On en a beaucoup parlé avec Max, justement, d'un mec comme Tim Henson, donc de Polyphia, qui a une manière de jouer qui est ultra particulière. Voilà. Mais qui me paraît très détendu dans la manière de jouer. Tu vois, voilà, outre le côté, tu vois, je m'en foutiste, ou tu sais, des fois il est un peu affalé et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses d'un mec comme ça, tu vois, au niveau de ça? Parce que enfin, voilà, moi personnellement, tu vois, c'est une énigme, même s'il est encore jeune et tout ça, c'est une énigme, comment ce mec-là ne se fait pas mal. Enfin, moi, c'est de ce que, voilà, alors, ce que ça écoute, paraît. Déjà, pour commencer là-dessus, ce que je dis souvent quand on parle justement tu vois, quand je propose une gestuelle ou une correction gestuelle en consulte, j'ai souvent comme contre-argument, on me dit ouais mais un tel il joue complètement à l'inverse de ce que tu nous dis, et puis alors il déchire tout, quoi. Voilà, typiquement un Jaco Pastorius, moi tu me racontes que mes pouces faut les mettre comme ça, regarde lui comment il faisait, c'est à l'inverse de ce que tu dis et ça marchait du tonnerre. Mais en fait tu sais pas si le mec il souffre ou pas, tu le sais pas, t'as aucune idée. Alors lui cet exemple que tu nous donnes là, il est jeune, je lui souhaite de ne pas avoir de soucis, mais combien de fois, moi, j'ai été sollicité par des artistes avec des gros problèmes physiques, sans qu'on imagine une seule seconde qu'ils aient tous ces problèmes-là, en fait.
Vas-y, balance des noms, balance. Non, mais c'est une réalité, clash, en ça fait. part. On sait pas tout. On sait pas tout. Et parce qu'il y a vraiment... Alors, de moins en moins, je trouve, et c'est très chouette, mais la douleur, pendant très longtemps, et alors, dans le monde du classique, dans lequel je travaille beaucoup aussi, laisse tomber, avoir mal, c'est avouer mal jouer de son instrument. Dans la réflexion de beaucoup de musiciens encore, alors que c'est tout à fait fou, hein, mais ça reste implicite. Et donc, comme je te disais, moi, il y a plein de musiciens qui sont des génies monumentaux pour cacher, dissimuler leur souffrance, et qui finalement vont ensuite finir par consulter des gens comme moi quand ils en peuvent plus, quoi. Bon, ça c'est un premier point. Je souhaite pas du tout de mal, ou je ne signifie rien vis-à-vis du bassiste de Polyphia, peut-être qu'il va très très bien et tant mieux. Du guitariste. Du guitariste, pardon, de Polyphia, mais attention, quoi. Attention. Et la deuxième chose, si jamais tu écoutes, si t'as un bisous. souci, n'hésite pas à revoir Xavier. mon 06 est à toi, n'hésite pas. Mais au-delà de ça, moi, Polyphia, ce qui m'épate, c'est... Toi, tu parles de détente. Et ça, c'est un sujet très intéressant. Moi, je te parlerais plutôt d'optimisation du geste. C'est-à-dire que tu n'as aucun mouvement parasite ni aucune contraction musculaire parasite là-dedans. Et c'est là où tu sens que les mecs sont très intelligents, parce que la base intuitive de la construction d'un geste dans le cerveau, c'est de contracter un maximum de muscles pour que dans l'eau, tu aies le bon muscle qui soit activé. Ton cerveau, il marche comme ça. Quand tu montes sur un vélo pour une première fois, t'es crispé de fou, ton guidon, il va aller dans tous les sens parce que tu cherches ton équilibre, et tu vas arriver à pédaler le moment où tu vas comprendre qu'en fait, c'est en te détendant et en laissant faire l'élan que tu vas pouvoir faire du vélo convenablement. Et plus tu vas vouloir aller vite en guitare ou en basse, plus tu vas avoir une exigence technique, plus ton cerveau va s'enfoncer là-dedans. Ou il faut que ça aille vite, alors il faut que je contracte un maximum de muscles pour pouvoir aller vite. Alors que pour aller vite, au contraire, il faut contracter le minimum de muscles, juste ceux dont tu as besoin. Et je n'en ai aucune idée, mais le jeu de ces mecs-là, ça me donne vraiment l'impression qu'ils ont travaillé sur cette fameuse optimisation du geste, mais jusqu'au bout, quoi. Et qu'en l'occurrence, les nouvelles générations ont vraiment ce truc-là. J'ai vraiment la sensation que là où on parlait de relâchement, de détente des dizaines d'années, aujourd'hui, on est plutôt dans quel geste précis j'ai besoin de faire et comment je peux minimiser les efforts parasites. Wow. Mon humble avis, hein, attention, hein, j'ai aucune prétention d'avoir la réponse claire et précise. Non, mais je pense que tu as entièrement raison. Là, tu vois que ça va vite. Mais à quel prix faire ça ? Ben oui. À quel prix ? Comment ils arrivent à faire ça ? Bon, déjà, je pense qu'il y a vraiment des prédispositions d'apprentissage et de facilité sur l'instrument. Ça, c'est indéniable, clairement. Mais je pense aussi qu'il y a des dizaines de milliers d'heures de boulot derrière. Clairement. Ok. Clairement. Bien sûr. Ok. Trop bien. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir. Non, mais c'est fou. Ah ouais, quoi. Non, mais là l'épisode, il durait 4 heures. En même temps que je t'écoute, je suis en train de réfléchir à comment faire pour optimiser machin, bidule, c'est tellement passionnant. C'est justement, hyper riche, ouais. Est-ce que toi, tu as une petite déformation professionnelle quand tu joues ? Est-ce que quand tu es sur scène, tu te dis « Ah tiens, mince, il faut que je fasse comme ça. Attends, il faut que je chante en même temps. » Est-ce que tu arrives à scinder un petit peu ton esprit en mode « Bon, ben là, quand même, je suis bassiste, ça va, c'est bon. » Alors en fait, je vais te dire, je suis beaucoup trop mauvais pour avoir la possibilité cérébrale de penser aux deux en même temps. Oh, le modeste. Ah non, vraiment, quand je joue de la basse, mon cerveau est vraiment bien sollicité par la nécessité technique. Par contre, donc pour répondre à ta question, non, je ne vais pas y penser spécialement quand tout va bien. Par contre, quand je sens que musculairement, ça commence à chauffer quelque part ou que je commence à sentir une fatigue musculaire, là, je vais avoir l'envie de vérifier que tout est dans les clous. Et si c'est pas le cas, de corriger ce truc-là, si tu veux. Donc oui, je vais y penser, mais dans les moments où, entre guillemets, il y a une souffrance qui me donne la nécessité claire d'aller y jeter un œil. Mais sinon, non. Et puis, c'est d'ailleurs très rigolo parce que je forme des kinés à ces choses-là aussi aujourd'hui. Je leur apprends
à voir chez les musiciens ce qu'il faut corriger ou pas. Et sur Facebook ou sur les réseaux, sur Insta, quand je publie des photos de mes concerts, ces mecs-là voient mes photos et ils disent « Oh là là, ton pouce est dégueulasse et tu fais pas ça et tu fais pas ça ». Tu vois, je me fais allumer de toutes parts, justement parce que non, je pense pas à ces choses-là quoi, sur scène. Ok, parfait, t'as vu, ça me... Et d'ailleurs, tu dois quand tu regardes ton feed Instagram ou machin, tu dois péter un câble des fois, non ? Il y a des trucs des fois où tu te dis mais c'est pas alors normal, sur le feed franchement pas trop, plutôt en live en fait. Je compte pas le nombre de concerts où sorti du live je suis allé sur Insta puis j'ai écrit au gars quoi. Je lui ai dit salut, écoute, je suis Xavier, je suis kiné, je m'occupe des musiciens. Si jamais t'as tel souci ou que tu veux bosser sur tel truc, hésite pas, appelle-moi. Du genre, appelle-moi parce que franchement c'est insupportable à voir. Mais bon, après, ça fait partie du jeu aussi de se dire que tout le monde n'a pas besoin de cette réflexion-là et que certains vont pas avoir de soucis pendant toute une carrière, que tout le monde va pas passer chez moi et tout le monde en a pas besoin. Voilà. Mais je dois avouer que c'est toujours un peu dans le coin de ma tête maintenant quand je vais voir un concert. Ok. Bah bien sûr. Et tu parlais que t'étais pas assez bon pour scinder en live ton cerveau, mais quand même t'arrives à chanter et à jouer en même temps. C'est pour ça, c'est déjà pas mal, non ? Merde. Ouais, oui, mais c'est sûr. Mais chose que pour moi déjà, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que tu as réussi à trouver un mindset pour justement se dire telle partie de mon cerveau, je vais me concentrer au chant et cette partie au côté motricité du coup de ma basse, ou pas du tout, ou en mode tiens Balek, je prends ma basse, je prends le micro et puis voilà quoi. Ah non, ça marche pas comme ça, sinon en tout cas je pense que le spectateur se rend vite compte si tu montes comme ça sur scène. Ça a été un gros travail de fond parce qu'en plus le chant est arrivé vraiment bien plus tard que la basse dans mon jeu scénique. En fait aujourd'hui j'ai suffisamment d'automatisme sur la gestion de ces deux choses là, donc ça va. Okay. Mais si je peux te donner un petit peu ce qui m'a aidé au début, c'est de souligner les syllabes où je changeais de note ou d'accord à la basse. Tu vois, j'ai une phrase que je chante et je sais que, je sais pas, au pif, je vais chanter Nothing Else Matters. Et je sais, je n'ai aucune idée, là je donne un exemple à la con, ça se trouve c'est pas vrai du tout, mais je vais souligner le MA de Matters, si il faut que je change de note à ce moment-là au niveau de la basse, quoi. Tu vois le truc ? Tout à fait. Et finalement, ça me donne un repère moteur intéressant parce que ce qui est difficile quand tu dissocies, c'est de faire deux gestes très différents à un moment différent. Donc il faut arriver à retrouver une possibilité d'associer les deux gestes dans une même dynamique cérébrale au début pour arriver à t'y faire, quoi. Et moi ça m'a beaucoup aidé ça, de souligner chaque syllabe où finalement je changeais de note, quoi. Ok. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, pour moi ça a été assez efficace. Ok. Trop bien. Est-ce que tu n'es pas un petit peu admiratif des gars comme Richard Bonnat qui arrivent à chanter et groover comme des tueurs ? Ouais, mais moi celui qui me fait halluciner, c'est Mustaine. Mustaine me fait complètement vriller de voir ce qu'il peut chanter et ce qu'il te fait à la gratte en même temps, quoi. Ok. Ah oui, ouais. C'est clair. C'est clair. L'indépendance, c'est assez hallucinant. Peut-être encore plus que chez un Hetfield où Hetfield, moi ce qui m'épate c'est cette solidité rythmique, tu vois, c'est le downstroke, hein. Mais chez Mustaine, d'ailleurs c'est intéressant parce que juste j'ai regardé les derniers lives de Metallica et il y a moins de downstroke, mais je pense qu'il fatigue un peu le garçon parce que je pense que là ça doit commencer à tirer, quoi. Ça va peut-être appeler Xavier. Moi je pense qu'il est bien entouré, je m'inquiète pas pour lui. Ah bon? Ouais, Mustaine, très 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 bon. Ok, on finit toujours par c'était trop intéressant. Un petit conseil. Est-ce que tu as un conseil à donner aux auditeurs pour ne pas avoir trop de problèmes voilà. Est-ce que tu as the conseil? Ne pas se dire que ça va passer tout seul. Tu vois, quand on a mal quelque part, et même sans parler de l'instrument,
Tiens, tu t'es un peu coincé le dos, tu t'es fait mal, tu te dis ouais, c'est bon, ça va passer. Je peux appeler le médecin pour ça, je peux appeler le kiné, ça va passer. À l'instrument, si tu sens qu'il y a un truc qui te fait mal, si tu sens qu'il y a un truc qui passe pas et que tu as beau essayer différentes stratégies, ça marche pas, n'insiste pas dans cette voie-là. C'est probablement ton corps qui est en train de te dire si tu veux faire ça, il faut faire autrement, quoi. Et ce truc-là, il est vraiment à la source de beaucoup de consultes. Ouais, ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 3 ans que ça m'embête, mais bon, voilà, ça allait, je tenais, je me suis dit que ça allait passer, et puis là, aujourd'hui, je suis chez vous parce que je peux plus jouer du tout, quoi. Je peux plus jouer parce que j'ai trop attendu. N'attends pas. La kiné en France, on a de la chance, c'est remboursé par la Sécu. Ça va rien te coûter. Enfin, ça va te coûter un petit peu plus d'argent chez moi parce que il y a une démarche derrière, mais un bilan chez un médecin, chez un kiné, c'est gratuit. Il faut juste prendre le temps, en fait, et te dire que si tu fais ça, ça va aussi t'aider dans la progression à ton instrument. C'est une vraie voie de progression différente. Tu as tout à gagner à faire ça. Tu vas pas perdre ton temps, tu vas pas perdre ton argent. Reste pas tout seul là-dedans et ne te dis pas que ça va passer tout seul. Je te le souhaite que ça passe tout seul, mais fais en sorte d'être acteur de la disparition de ce truc-là. Ok. Et quel est le conseil qu'on t'a donné ? Moi, le conseil qu'on m'a donné, c'est simplement de structurer mon travail. Et c'est ce par quoi j'ai commencé cette discussion avec vous, les gars. C'est structurer ce que je veux faire en fonction de mes objectifs. C'est pas de se dire, vas-y, je prends ma gratte, puis je vais jouer ça, puis on verra. On est vachement plus efficace, plus rentable, et on prend beaucoup plus de plaisir si on a un cap, si on a une structure. Même si t'as pas de concert à venir, si t'as pas d'enjeu, d'échéance, de structurer ton travail va te faire visualiser ta progression, va te permettre de te dire jour après jour, hier j'ai fait ça, aujourd'hui je refais la même chose, ça va mieux, j'y arrive mieux. Demain, je ferai ci et ça, et tu vois ta progression, et ça c'est hyper stimulant pour continuer à travailler. Ah ouais, c'est clair. Trop bien. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Merci à vous, les gars. C'était passionnant. C'était passionnant. J'ai l'impression d'avoir appris 10 000 choses dans la journée. C'est clair, c'est clair. On espère en tout cas vraiment que ça vous aura plu, les auditeurs, les auditrices. N'hésitez pas en tout cas à suivre Rockin' Care sur les réseaux sociaux parce qu'il le mérite, que ça soit sur Insta, sur YouTube. Et puis j'imagine. Ouais, tu me trouves un peu partout là-dessus. Et puis sur l'aspect kiné, tu peux aussi aller checker mon travail sur kiné-musicien au pluriel.fr. Si tu as envie de me contacter, que tu as besoin d'aide, c'est notamment par ce biais-là que ça se passe. Tu fais des masterclass, des interventions à droite à gauche dans la France ou tu restes vraiment que chez toi ? Non. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne faire plus que ce travail auprès des musiciens. J'ai plus de travail de kiné standard, on va dire. Okay. Et oui, je fais des masterclass un peu partout. Dans les musiques actuelles, j'avoue que c'est un petit peu plus difficile que dans le classique. Okay. Mais aujourd'hui, justement, j'essaie de m'entourer de gars comme Alexandre Caruana, comme Swan Vaud, comme Robin Saturax, comme Ludovic Egraz, pour justement aller proposer des masterclass beaucoup plus orientés rock, metal, musique actuelle. Mais il faut que ça suive derrière. Alors à vous tous, si ça vous intéresse et que vous voyez une masterclass sur le sujet, même si c'est pas moi, allez-y, parce qu'on a besoin de votre soutien pour développer tout ça. Ok. Mais d'ailleurs, je vais essayer l'Atlas, non, parce que l'Atlas, j'y suis allé il y a très longtemps. C'était une direction précédente. Il y a tout un historique derrière qui fait qu'aujourd'hui j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, mais effectivement je salue vraiment la grosse dynamique qu'il y a dans cette école aujourd'hui autour de ces problématiques là parce que ils font beaucoup de choses, donc bravo à eux. Et ben voilà, ça peut être cool, tu vois, ou alors même moi je sais aussi, j'avais pris des cours de CRR de Sergi. Et je sais qu'aussi, tu vois, ils font plein de trucs différents, donc ça peut grave les intéresser. Écoute, je vais creuser la question alors. Voilà, donc, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, des gros bisous les potos. Et on se dit à très vite. Merci Xavier. Avec plaisir. Salut à tous. Ciao. Merci Xavier. Salut.